Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'immense plateau d'1,70 € chaque mois désormais, mais pendant 45 minutes, on va faire avec ce ticket de métro le tour du monde de l'actu international à travers les communautés étrangères qui vivent avec nous en Europe. Après Londres, après Madrid, après Berlin, après Stockholm, après Genève, nous voici de retour à Paris. Paris, la ville lumière, le meilleur spot pour fêter Noël et les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, il y aura bien l'année prochaine une saison 4 d'1,70 € et ça fait déjà une heureuse, ma mère, Sommaire. Ils sont africains, noirs de peau et victimes d'un racisme d'État dans leur pays. Pas facile d'être black en Mauritanie. Quoi de plus normal que de danser un tango à Paris? Mais l'âme des Argentins de la capitale, c'est aussi et avant tout l'amour de la démocratie. Ils ont eu la peau de Moubarak, mais tout reste à reconstruire. Les Égyptiens de Paris, eux aussi, ont fait la révolution et ne veulent surtout pas rater le train du changement. Et nous retrouverons ensuite Robert Solé, écrivain et journaliste français d'origine égyptienne, éminent spécialiste du pays des pharaons. Le poids de la tradition, le choc des générations, telle pourrait être la devise des jeunes Laotiens de Paris, écartelés entre héritage culturel et désir d'assimilation. Il y a des pays d'Afrique où il ne fait pas bon être noir. Et ouais, c'est le cas en Mauritanie où la chasse aux négros mauritaniens est ouverte depuis quelques années. Une chasse menée par les arabo-berbères et secondée par une police qui tape parfois mortellement tout être ressemblant à Barack Obama ou à son ami Stevie Wonder ou encore à mon ami d'enfance que j'embrasse en passant. Mais du côté des Mauritaniens de Paris, on se mobilise pour que la Mauritanie garde toutes ses couleurs. La couleur des sentiments, c'est un sujet d'Astrid Mesmorian. Ma nationalité, touche pas. Ma nationalité, touche pas. Ma nationalité, touche pas. Ma nationalité, touche pas. Ma nationalité. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 à marcher vers la liberté. Ma Mauritalité, touche pas. Ma Mauritalité, ma Mauritalité. Ils sont mauritaniens et noirs de peau, comme 70% de la population du pays. Mais ils se sentent ostracisés par la minorité arabo-berbère, plus claire de peau, au pouvoir en Mauritanie. D'une seule et même voix, l'ethnie négro-mauritanienne dénonce le recensement organisé au pays depuis le mois de mai 2011. Un recensement qui les obligerait selon eux à devoir prouver leur nationalité mauritanienne et donc vécu comme une discrimination raciale. Si ce recensement continue, cette communauté va se retrouver apatride dans son propre pays. Dans la foule, Abdoulaye Diagana, un négro-mauritanien de 39 ans. Plutôt que de contester, Abdoulaye a choisi une autre voie, informer. Il est journaliste indépendant et couvre aujourd'hui cette manif pour son site internet, référence absolue de toute la diaspora. La denrée la plus consommée en Mauritanie, c'est la politique. Nous, d'ailleurs, en tant que médias, on a été confrontés à cela. On a essayé toutes sortes d'émissions, mais celles qui attirent le plus de Mauritaniens sont les émissions politiques. Si vous voulez avoir les Mauritaniens, vous parlez politique. Fait rare, une manifestation avec des revendications similaires a lieu exactement au même moment à Nouakchott, la capitale. Abdoulaye est sur le coup. Il paraît qu'il y a des problèmes à Nouakchott, là, à la manif. Il y a des arrestations, il y a... On va essayer d'en savoir plus. Et si tu peux mettre un mot sur le site. La Mauritanie, c'est 2 fois la France et 3 millions de personnes. C'est surtout une mosaïque ethnique et des crispations identitaires exacerbées depuis l'indépendance de 1960. Dans cette république islamique, les présidents se sont succédés sans jamais parvenir à dissiper les tensions. Des tensions nées de divisions entre 3 principales communautés. Les négro-mauritaniens, ceux qui manifestent aujourd'hui, les arabo-berbères et les haratines, descendants d'esclaves. Les négro-mauritaniens accusent en permanence les Arabes de les mettre au banc de la société en raison de leur couleur de peau. Une discrimination appuyée par le président arabo-berbère Abdelaziz, arrivé au pouvoir en 2008 suite à un putsch militaire. Retour à Paris, devant l'ambassade de Mauritanie.
Abdoulaye multiplie les interviews et tente de comprendre les revendications de chacun. Mohamed Abdelaziz aurait dit qu'il ne va pas reculer sur cette question-là, que le recensement va se poursuivre. Et vous, qu'allez-vous faire? Ça va être une guerre d'usure? Il y a quelque chose qui n'était pas possible au Caire il y a quelques mois, mais ça l'est. Il y a quelque chose qui n'était pas possible en Tise, ça l'est. Il y a quelque chose qui n'était pas possible à Tripoli, l'est aujourd'hui. Aziz dégage, un slogan qui sonne comme un air de déjà-vu. En Mauritanie, il n'y a que les Noirs qui sont de seconde zone. On a comme l'impression qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous entend pas. Aujourd'hui, la Mauritanie n'a jamais semblé aussi proche de ses voisins tunisiens, libyens et égyptiens. Au pays, le printemps arabe passera sans doute l'hiver. À Paris, les négro-mauritaniens s'organisent. Pour Abdoulaye, le temps presse, il faut être au plus près des événements. Une fois par semaine, il organise une visioconférence avec les journalistes de la diaspora mondiale. Nous avons Zainabou qui est là, Zainabou avec son casque. Zainabou est à Nouakchott. Lui, c'est Khalid Cham, il est à Memphis, Tennessee. Les informations collectées sont immédiatement mises en ligne sur Kassataya, le site qu'Abdoulaye a créé en 2008. Son but, faire bouger les lignes de ce qu'il baptise une démocrature. Et l'ordre du jour est chargé. Quelques jours après la manif de Paris, un rassemblement a mal tourné en Mauritanie. Bilan, un mort, un manifestant abattu par la police. Essayer de traiter. Toutes les sources d'informations sont bonnes à prendre. Et surtout celle d'une chaîne panafricaine reçue à Paris par satellite. Les échauffourées ont éclaté dans la capitale lorsque... Être irréprochable, ne pas tomber dans les travers démagogiques, c'est ce qui guide Abdoulaye et ses confrères. Le fait de sortir la photo de ces deux médecins-là dans le bloc opératoire, est-ce que ça n'aurait pas pu leur porter préjudice, leur créer des problèmes? Et comme dans toutes les précédentes révolutions arabes, le rôle d'Internet et des réseaux sociaux semble encore une fois crucial. Au moins, depuis Paris, Abdoulaye a l'impression de vraiment pouvoir exercer son métier de journaliste. Quand une démocratie n'est pas réellement installée dans un pays, naturellement, sa diaspora mène le combat. Direction Château-Rouge, un quartier populaire du 18e. Nous avons rendez-vous avec Sira Dramé, une jeune chanteuse installée à Paris depuis 2005. Elle aussi a préféré l'exil. Ici, dans ce quartier, elle se sent un peu comme à la maison. Ça, c'est une star. C'est un comédien. Mais vous faites quoi? Juste un reportage sur les Mauritaniens. C'est pas un film. Mauritanie. Vous voyez ici, c'est la rue d'Odoville. C'est Little Nouakchott. Donc c'est la Mauritanie, il y a tout. Vous pouvez venir, je vais vous montrer. Au cœur de Barbès, on peut même trouver des disques estampillés Sira Dramé. Ah, c'est Sira Dramé. Voilà. C'est vous? C'est moi, voilà. Les stars. Oui, au pays, Sira est une star de la chanson. Mais une star qui dérange. 2 de ses enfants n'ont toujours pas pu la rejoindre. Alors forcément, son apparente insouciance est déconcertante. Maintenant, je vais vous ramener chez un ami là, il s'appelle Mamadou Faye, il est juste à côté. Cet après-midi, Sira a rendez-vous avec Mamadou, Alphonse pour les intimes. Alphonse! Alphonse, son compositeur et ami de toujours. Bienvenue chez moi, installe-toi. Derrière la légèreté apparente des notes, les mots sont lourds de sens. Ça, c'est une chanson que j'ai dédiée à la population mauritanienne. J'ai dit 50 ans d'indépendance. Jusqu'à présent, le pays n'avance pas. Il y a le racisme, il n'y a pas d'évolution mentalement. Ils ont divisé, les gens, ils divisent pour régner. Parmi ses activités mensuelles, Sira participe à une réunion étonnante. Nous sommes au Muro, en proche banlieue. Dans cet appartement, 25 femmes, toutes mauritaniennes. Au menu ce soir, méchoui d'agneau grillé.
Mais contrairement aux apparences, ça n'est pas une simple soirée entre filles. Ce soir, Sira et ses amis participent à une tontine. Une tontine, c'est une levée de fonds collective à destination d'un membre de la communauté. Chacune donne ce qu'elle peut. Des fois c'est 50 €, des fois c'est 30 €, des fois c'est 100 €, ça dépend de nos moyens et de nos capacités. L'heureuse destinataire de l'enveloppe est soit la gagnante d'un tirage au sort, soit une femme dans le besoin. Ce soir, la somme atteinte est conséquente. Il y a 5 000 € ici. 5 000 €. On est 25 personnes, 200 € par personne. L'heureuse élue du soir, qui préfère rester discrète, disposera de l'argent selon son bon vouloir. Pour Sira, le procédé permet de fédérer la communauté. Quelqu'un en voyage, qui veut partir en vacances, si ça tombe sur lui, on cotise. Chacun, on réunit l'argent, on lui donne. Et par exemple, si quelqu'un accouche aussi, on fait pareil. Et si quelqu'un en mariage, on fait pareil. Ou bien si quelqu'un a un petit problème, on fait pareil. C'est ça en fait le but, c'est juste une solidarité féminine. Changement de décor, mais pas d'ambiance. Ce soir, c'est encore de solidarité dont il est question. À la salle des fêtes de Courbevoie, près de Paris, on danse, on chante pour la bonne cause. La construction d'une bibliothèque pour des enfants au pays. C'est par des petites actions ici que l'on pourra bâtir un avenir là-bas. Nos enfants sont divisés, ils se tournent le dos. Mais peut-être quand ils feront de grandes études, ils vont s'ouvrir, ils vont avoir un esprit ouvert dans la vie. Et de là, ils pourront se rapprocher certainement. Donc je peux dire que ça fait partie vraiment, c'est un point qui peut sauver la Mauritanie. Sauver la Mauritanie, en voilà un auquel cela parle. Revoilà Abdoulaye, observateur, même sur la piste de danse. Il travaille toujours autant, mais vient chercher ici un peu de détente. C'est pas le journaliste qui est là, non. C'est le militant un peu qui est là. Ça fait du bien, Ah ouais, ça fait du bien, surtout ces derniers jours qui ont été tendus quand même, où on a eu une actualité mais vraiment brûlante et allez, on va dire avec du sang un peu, donc là on respire un peu, on décompresse. Sira aussi a fait le déplacement. Et même avant de monter sur scène, l'artiste, comme toujours, se livre à cœur ouvert. La Mauritanie lui évoque aussi de la tristesse et de la résignation. Moi, je suis une artiste, je cherche à évoluer, à être connue, à m'exprimer. Et ça, je n'arrive pas à le trouver là-bas. Et je le trouve en France actuellement. Donc, je suis là. Et malheureusement, j'ai mon pays, mais je suis condamnée à rester ici. À l'image de Sira et d'Abdoulaye à Paris, la communauté mauritanienne n'est pas prête de lâcher ses combats. L'Argentine, c'est ma mère et la France, c'est mon épouse. J'ai quitté ma mère pour épouser la France. Voilà pour le joli dicton des Argentins de Paris, vachement mieux qu'un autre dicton d'un autre pays que je ne citerai pas. Quand je divorce de ma femme, elle redevient ma sœur. Mais revenons aux Argentins de Paris. Tango, fiesta, Kirchner, c'est à peu de choses près le tiercé gagnant des clichés argentins. Mais vous allez voir, c'est un peu plus subtil que ça. Le premier tango à Paris, c'est un sujet de David Bobin. Paris n'est pas la plus latine des villes, mais à la nuit tombée, en laissant traîner ses oreilles le long de la Seine, on peut entendre quelques sonorités à trois temps. Il est 21 h, nous sommes sur une péniche en contrebas du musée d'Orsay. C'est l'heure d'un premier tango. Vous êtes dans une milonga. Les milongas, c'est un bal argentin où l'on danse le tango jusqu'au bout de la nuit. Paris, c'est l'autre capitale du tango dans le monde. Il y a des lieux mythiques, comme le Chantier, à quelques pas de la porte de Montreuil, ou des lieux secrets, au cœur de Montmartre. Gisela et Rodrigo ont 30 ans. Ils ont quitté leur Argentine natale il y a 10 ans et enseignent le tango à Paris. Le tango, c'est l'âme de l'Argentine. Et cette âme plane au-dessus de chaque arrondissement parisien. Il y en a plusieurs tous les jours, tous les soirs. Donc à Paris, on est gâtés. Oui. Oui, c'est vrai. Là, il y a plein d'Argentins. On est entouré de copains argentins, on est contents, mais même, en fait. Dès qu'il y a la fête,
c'est argentin. Et bien au-delà de la danse, le tango a aussi un véritable rôle de lien social. Je crois qu'il y a une vraie demande du tango à Paris et un peu partout, là où on vit d'une manière de plus en plus individuelle et rapide. Ça nous permet de nous arrêter un instant pour regarder à l'autre et pour donner quelque chose. On a une demande immense de tango, parce qu'on a une demande immense de partage. Les Argentins et la France, c'est une longue histoire d'amour. Ils sont environ 10 000 à avoir choisi le pays des droits de l'homme. Et pour cause, la première vague d'immigration est arrivée à la fin des années 70, à la suite d'un énième coup d'État militaire dans le pays. C'est le cas d'Alicia Bonnet-Kruger. Alicia est arrivée à Paris, en compagnie de son mari Aldo et de leurs 3 enfants, en janvier 1978. Ça, c'est dans la chambre du foyer, là où on habitait. Et c'est le moment qu'on est arrivé, Hernán, Mariana et Laura. Sont las únicas fotos que nos quedan de esa época. Pour eux, la France est une terre d'exil, une terre d'asile. À cette époque, les coups d'État militaires s'enchaînent et les dictatures se succèdent. Alicia est menacée de mort par des groupes d'extrême droite. Son seul crime, avoir déposé une plainte contre l'armée après l'assassinat de son premier mari en 1972. À partir de 1974 jusqu'à juillet 1977, nous avons vécu dans la clandestinité. J'ai accouché de ma fille dans la clandestinité. Et finalement, la situation s'est aggravée à tel point qu'on a préparé des papiers, des faux papiers, et on est parti. Loin de sa terre, Alicia a créé en 2005 à Paris le collectif pour la mémoire. Objectif, lutter contre l'oubli. La mémoire, c'est une mémoire collective, c'est la mémoire de tous. Ce n'est pas que les victimes et les survivants qui portent la mémoire, c'est la mémoire d'un peuple, d'une histoire. La démocratie, Alicia et Aldo en connaissent le sens exact. Ça tombe bien, aujourd'hui, en Argentine, on élit un nouveau président de la République. Cristina Kirchner, la veuve de l'ancien président, est archi-favorite. En Argentine, le vote est obligatoire, sous peine d'amende. 30 minutes de RER direction l'ambassade dans le 16e arrondissement. C'était notre rêve toute une vie. Et là, aujourd'hui, pour vous, c'est un jour, ça fait partie des jours importants? C'est partie des jours les plus importants de notre vie, parce que pendant toute notre vie à l'Argentine, la démocratie ne peut pas exister, parce que chaque fois qu'il y avait un vote comme aujourd'hui démocratique, quelques temps après, il y avait un coup militaire. Chez les Bonnet-Kruger, la famille, c'est capital. Ah, voilà. Voilà. Inconcevable pour Alicia de ne pas voter entourée de son clan. Les fils, les petits-fils sont là. 3 générations de Bonnet-Kruger viennent remplir leur devoir de citoyen. Ah ben, je suis tellement fière parce que c'est une transmission de la culture et de l'identité argentine que j'ai réussi à faire par l'intermédiaire de mes enfants et de mes petits-enfants, que pour moi c'est une réussite. Ah oui, je suis très fière qu'ils sont tous ici. Entre 1974 et 1983, l'ambassade abritait des militaires en charge d'espionner les réfugiés politiques comme Alicia. Du coup, elle et son association ont fait poser une plaque commémorative au sein même de ce petit bout d'Argentine en plein Paris. Nous jamais ça, à 30 ans du dernier coup militaire, en hommage à les victimes du terrorisme d'État. Mémoire, vérité et justice. La communauté argentine en France, à Paris, 24 mars de 2006. C'est la première plaque officielle qu'il y a en France. Il est l'heure pour toute la petite famille d'aller déposer un bulletin dans l'urne. Buenos días. Je suis Alicia Lelchuk. À voter. C'est non sans une immense fierté qu'Alicia et sa famille quittent les locaux de l'ambassade, le sentiment du devoir accompli. Dernière petite balade avec Hernán, son fils aîné. Hernán avait 6 ans quand son père a été exécuté par l'armée. Lui aussi a fait le choix définitif de la France, sans jamais renier ses racines. C'est important de garder une continuité et de participer en fait à la vie citoyenne
en Argentine, même si on habite en France et qu'on va rester en France. Oui. Alicia et sa famille peuvent aujourd'hui dormir sur leurs deux oreilles. Cristina Kirchner et les péronistes de gauche ont été réélus dès le premier tour avec près de 54% des suffrages. Le lendemain soir, on retrouve Gisela et Rodrigo, nos danseurs de tango. Séparez-vous un peu si c'est nécessaire, mais essayez de sentir que c'est plus grand et plus aéré. Le tango, créé par Carlos Gardel, un Français émigré en Argentine à la fin du 19e siècle, connaît aujourd'hui un succès planétaire et Paris n'y échappe pas. À Paris, il y a beaucoup de danseurs. Donc c'est pour ça qu'on a autant de monde. Et ils cherchent de plus en plus le tango traditionnel, c'est-à-dire un tango comme celui qu'on danse à Buenos Aires, un tango qui est plus pour le bal. Donc c'est pour ça qu'on propose un cours suivi d'une pratique pour que les gens puissent s'entraîner comme s'ils étaient dans une milonga, dans un bal tango. La passion de Gisela pour cette danse, parmi les plus élégantes, a fait d'elle une étudiante le jour et une danseuse de bal la nuit. Le tango, c'est une philosophie. C'est un mode de vie. Tous les gens qui sont là, ils vont danser très souvent dans toutes les milongas parisiennes. Ils font des festivals en Europe, ils voyagent pour danser. Ils ne partent pas en vacances sans les chaussures de tango dans le coffre de la voiture ou dans la valise. Le cinéaste Bernardo Bertolucci avait raison, c'est sans doute à Paris qu'aura lieu le dernier tango. Nous aurions pu croire